Chers abonnés, bonjour, j'espère que vous allez bien. Nous voici pour un nouvel épisode d'NPG. Et alors la joueuse que nous recevons aujourd'hui est une joueuse semi-professionnelle, franco-canadienne, qui a évolué cette saison avec le club professionnel de Levante UD en Espagne. Il s'agit de Roxane Bolduc. Salut Roxane, comment tu vas? Ça va très bien, vous? Ça va, merci beaucoup. Alors, peux-tu te présenter brièvement? Donc, je m'appelle Roxane Bolduc, je suis née dans la région de Montréal. J'ai fait tout mon soccer quand j'étais plus jeune à Montréal. Puis, il y a 3 ans, avec ma famille, on a eu l'idée folle de partir en Espagne. Et donc, j'ai travaillé fort, ça a toujours été ma passion et j'ai pu gravir les échelons petit à petit là-bas. Excellent. À quel âge as-tu commencé à jouer au foot? J'avais 4 ans. 4 ans? Ok. Est-ce qu'on peut dire qu'à ce moment-là, c'était déjà une passion ou c'était juste un sport que tu découvrais? Dans le fond, mon frère, il faisait du soccer depuis qu'il était plus petit, il y a 2 ans de plus que moi. Mm-hmm. Donc, j'avais toujours voulu être comme lui. Et donc, il jouait, je voulais vraiment jouer. Et quand j'ai commencé, j'avais toujours un ballon dans mes pieds ou quelque chose. Donc, j'ai commencé, puis après, c'est vraiment devenu très vite une passion, puis c'est vite devenu un mode de vie. D'accord. À l'heure actuelle, je sais que tu occupes la position de défenseur, mais est-ce que c'est la position que tu as toujours occupée? Non. Quand j'étais jeune, plus petite, parce que je suis encore jeune, j'ai détesté la défense. Mm-hmm. C'était vraiment le truc que sur le terrain, on ne peut pas me mettre. Donc, quand je suis arrivée en Espagne, j'étais encore milieu de terrain, attaquante, dans ces positions-là. Puis quand je suis intégrée Levante, donc il y a 2 ans, j'ai commencé à être défenseur central. Puis avec le temps, j'ai vraiment appris à aimer la position. Puis maintenant, je pense que, à part milieu défenseur central, c'est vraiment mes positions que je veux rester. D'accord. Et on va dire que c'est parce que c'est une position dans laquelle tu te sens à l'aise ou c'est parce que tu avais vraiment des aptitudes pour cette position-là? À la base, on m'a mis là-bas. J'étais pas certaine, honnêtement. Mais je pense qu'il y a des gens qui ont cru en moi à cette position-là. Puis j'ai pu vraiment me développer. Je me suis dit que je pouvais apprendre des choses que, par exemple, en tant qu'attaquante, je ne pouvais pas apprendre. Donc je voulais vraiment me développer le plus possible pour être polyvalente. Et avec le temps, j'ai vraiment appris à aimer la position. C'est sûr que j'aime voir le jeu. Donc quand tu es en arrière, complètement comme défenseur, tu peux aussi diriger. Puis je pense que c'est aussi un de mes points forts. D'accord. Alors, comme tu le sais... moi aussi, j'ai joué au foot auparavant. Maintenant, je suis plus passé du côté du coaching. Mais c'est sûr que quand tu joues au foot, je pense que tout joueur ou joueuse de foot a un modèle. Alors, quelqu'un qui t'inspire. Toi, à ton niveau, qui était ton modèle? J'ai eu plusieurs modèles parce que je me suis inspirée de beaucoup de gens. Mm-hmm. Parce que je pense que de chaque joueur, on peut vraiment sortir quelque chose de lui et qui différencie. Mais donc, quand j'ai commencé, c'était mon frère, parce que c'était vraiment lui que je voyais tout le temps. Après, quand j'ai grandi, j'ai eu des exemples. Ça a vraiment commencé avec Ronaldo. Ronaldo, ça a vraiment été pour moi mon premier exemple, surtout. Je voulais le copier surtout. Après, il y a eu Mbappé, puis maintenant, je me fixe plus sur des joueuses qui sont de mon profil. Donc, Wendy Renard ou Vanessa Gilles, par exemple, du Canada, pour plus m'identifier, entre parenthèses, comme défenseur central et comme joueuse féminine. J'ai vu que tu as cité Wendy Renard, qui est une référence. Et si tu devais donner une caractéristique que tu as trouvée chez elle et qui éventuellement te définit toi en tant que défenseur? Je pense que c'est son physique et sa capacité d'être combative sur le terrain. Parce que c'est sûr que physiquement, elle a des aptitudes que peut-être d'autres joueuses n'ont pas. Mais elle se développe, elle est vraiment très développée à tout point, autant que ce soit physiquement, au niveau de la tête, au niveau de la vision du jeu. Puis je pense que c'est vraiment quelqu'un qui est assez complet. Sur le jeu, c'est vraiment une joueuse que tu peux pas te passer, donc je veux le plus possible lui ressembler après. Alors, si durant ton enfance et ton adolescence, je sais que si on respecte la chronologie en fait des événements, tu as commencé au club de la vallée de Richelieu. Et donc là, si je me trompe pas, tu as fait à peu près 10 ans, on va dire de 2012 à 2022. Enfin, ouais, disons que tu avais commencé, puis ensuite tu es revenu. Ouais, dans le fond, j'ai commencé au CSVR, donc les Dragons de la vallée de Richelieu. Ouais. Après, quand j'étais en U11, je pense,
Je suis partie donc avec Saint-Bruno qui est devenu Montis avec le temps. Exact. Et après, je suis retournée au CSVR. Et l'année d'après, je suis partie donc en Beauce. Je joue pour Saint-Georges avec les garçons. Et après, déménagement en Espagne. D'accord. Et ben justement, comment tu as réagi et comment t'as aidé en fait cette expérience que tu as eue avec les garçons en sport-études, c'est ça, hein? Oui, en sport-études et aussi en équipe normale. Ah, en J'avais équipe normale aussi. donc, Ok. de Soccer Québec qui me laissait. Mhm. Honnêtement, j'ai adoré. J'ai adoré parce que, bon, les équipes de garçons, c'est simple. Mhm. Donc, autant physiquement, je me sentais bien. Je me sentais bien à jouer avec des garçons. J'ai toujours été le type de fille qui était la seule fille dans un terrain de futsal en train de jouer avec les garçons. Donc, c'est toujours quelque chose que j'ai aimé, pouvoir les défier, faire ma place avec les garçons parce que des fois, bon, quand t'es une fille, c'est un peu plus compliqué. On ne croit pas ou on dit non, toi t'es une fille, tu joues pas. Donc avec la patience aussi, j'ai voulu montrer ce que je savais faire. Et fait respecter. Puis je me suis fait respecter. Ouais. Ok, super. Justement, moi, ce que je voudrais savoir aussi, comment est-ce que tu as vécu la période de la Covid? Parce qu'on sait que c'est une période que beaucoup de joueurs et de joueuses ont, entre guillemets, mal vécu. Mais je sais qu'il y a beaucoup de joueurs et de joueuses pour qui ça a été le contraire. Je peux te donner un petit exemple. Là, on va sortir un peu. Mais j'ai fait une interview avec Noah Dos Santos, qui est un joueur portugais qui vient de signer son premier contrat professionnel au Portugal. Et lui, la Covid, c'est vraiment, ça a été un élément déclencheur pour lui. C'est-à-dire que même s'il trouvait qu'il était un peu perdu, c'est une période qu'il a vraiment aidé à se surpasser. Et c'est pendant ce moment-là qu'il a pris la décision qu'il voulait vraiment devenir professionnel. Est-ce que ça a été le cas aussi pour toi? Pour moi aussi, ça a été vraiment le cas parce que, bon, quand tu es dans un cas de COVID, par exemple, c'est quelque chose que tu contrôles pas. Si le gouvernement il dit confinement, ben c'est confinement. T'as pas le choix de le respecter. Donc, j'ai décidé de prendre la période de la meilleure façon possible, comme je pouvais. Puis c'est vraiment ce qui m'a permis à moi de me différencier des autres. Donc pendant que beaucoup de gens ont arrêté, je me suis créé vraiment une discipline. Donc entraînement que je faisais en Zoom dans le sous-sol. J'étais là avec mon ballon, je faisais plein de trucs. Les gens me disaient qu'est-ce qu'elle fait elle? Mais au final, je pense qu'aujourd'hui ça paie parce que c'est vraiment autant en jonglerie. La jonglerie par exemple, je pouvais descendre dans ma maison puis essayer de battre mon record. Je faisais pendant 3 à 4 heures. Mes parents ils mettaient un film, puis moi, je me retrouvais encore à la fin du film en train de jongler dans le sous-sol. Donc, c'est vraiment ce qui m'a permis de me différencier des autres. Puis, pour moi, même si c'était un temps vraiment difficile, je pense que ça m'a vraiment permis de m'améliorer. Alors, le foot pour toi à ce moment-là, était-ce un rêve ou un objectif? Un objectif. Pour moi, ça a toujours été un objectif. Après, je peux parler de rêves comme gagner des trophées ou peu importe, ça peut être des rêves, mais pour moi, je pars à la base que devenir footballeur, c'est un objectif. J'ai toujours tout fait pour le mettre en œuvre. Peut-être que quand j'étais plus jeune, c'était plus un rêve. Mais à un moment, je me suis vraiment dit que j'étais capable de le faire. Puis c'est vite devenu un objectif parce que c'est quelque chose que je sais que je peux atteindre. Et donc pour moi, ça a toujours été vraiment un objectif depuis très jeune. Alors tu m'as donné un exemple, mais maintenant je veux que tu me donnes vraiment la définition. C'est quoi pour toi, on va dire selon ton expérience, c'est quoi pour toi la différence entre un rêve et un objectif? Un rêve, c'est quelque chose que tu désires, mais qui va pas forcément arriver. Tu peux avoir des rêves qui sont irréalistes, entre parenthèses. Mais un objectif, c'est quelque chose que tu sais que tu peux atteindre, puis que tu sais que si tu mets vraiment les éléments, tu peux réussir. Donc, pour moi, c'est ça. À quel âge as-tu pris la décision de devenir joueuse pro? J'étais vraiment jeune. Je sais pas, j'ai des dessins quand je suis jeune que je donnais à mes parents. Je pense que je devais avoir 7 ans. 6 ans, 7 ans. Puis je faisais des listes de mon parcours. Donc je mettais les clubs où je vais aller, les trophées que je voulais gagner. Donc vraiment très jeune pour moi, ça a été. Je me voyais pas travailler dans quelque chose d'autre. Pour moi, ça a été clair que c'était ça que je voulais faire. Alors, c'est sûr que durant ton parcours au Québec, tu as été accompagné par différents éducateurs et éducatrices. Mais est-ce qu'il y a un éducateur ou une éducatrice qui t'a particulièrement marqué? Et est-ce que tu peux nous expliquer brièvement
cet éducateur ou cette éducatrice en particulier, qu'est-ce qui t'a apporté en plus en tant que joueuse et qui t'a permis vraiment de t'améliorer par la suite? C'est sûr que j'ai passé par beaucoup d'éducateurs, donc je pourrais faire une liste. Mais il y en a 3 vraiment qui m'ont marqué, avec qui je suis encore en contact. Donc, premièrement, au CSVR, mon premier coach un peu compétitif, ça a été Pierre-Luc. Donc, Pierre-Luc qui va se reconnaître. C'est vraiment lui qui m'a appris mes bases, qui m'a appris plein de choses, autant au niveau de l'attitude que sur le terrain. Donc, pour lui, ça a vraiment été un coach important pour moi. Après, j'ai eu à mon petit Marois avec qui je suis toujours en contact, qui a toujours été de mon côté pour me défendre. Puis, c'est vraiment quelqu'un avec qui j'avais une complicité spéciale, qui a toujours cru en moi. Donc, pour moi, ça a vraiment été quelqu'un d'important. Et plus dans le coin de la bosse, Erwan, avec qui je viens d'aller faire un tennis ballon avec la semaine dernière, qui a aussi été vraiment un coach important dans ma carrière que je pourrais vraiment citer parce que il m'a toujours aidé. Puis c'est quelqu'un que je sais qui sera toujours derrière moi, peu importe. Je pense qu'ils vont aimer le petit clin d'œil, ils vont apprécier. Alors en 2021, donc avec tes parents, tu prends la décision de partir pour l'Espagne. Pourquoi l'Espagne? L'Espagne, c'est un pays déjà premièrement que le foot, le soccer, c'est plus qu'un sport, c'est une religion. Après, c'est un pays où il fait chaud, il y a beaucoup de soleil. C'est une autre langue, c'est une nouvelle culture. Ça a été vraiment un choix familial de décider l'Espagne. Donc, pour moi, c'était clair que l'Espagne, ça a toujours été, c'est le pays du foot, entre parenthèses. C'était pour moi mon objectif, entre parenthèses, d'y aller. Tu sais, quand je regardais, avant que j'étais petit, je devais avoir 10 ans, je regardais des matchs Real Madrid, Atlético, Barcelone jouer de mon âge, de mon âge que j'ai actuellement. Puis maintenant, je suis sur le terrain, puis je me dis, oh. Mais pour moi, ça a été clair que c'était l'Espagne parce que toutes les conditions mettaient en sorte que toute la famille était partante, puis c'était vraiment un endroit où on voulait aller. Et justement, je réagis sur ce que tu viens de dire. Tu as dit que toute la famille était partante. Est-ce que c'est quelque chose qui a été facile pour tes parents de prendre cette décision? Parce que bon, on est d'accord que l'Espagne, c'est un pays occidental. La culture est quand même différente. La langue aussi est différente. Est-ce que tu peux m'expliquer brièvement quel a été le processus pour tes parents? Je pense qu'on a toujours été un peu fous honnêtement dans la famille. Mais honnêtement, je sais pas, je pense que c'est un déclic qu'on a eu pendant le COVID où on avait vraiment besoin d'une autre expérience. Puis c'était juste une décision familiale qui s'est prise en réfléchissant forcément, mais qui s'est prise vraiment naturellement. Puis quand je suis arrivée, forcément ça a été difficile parce que j'ai ramé un peu. Quand je devais aller à l'école puis que je parlais pas la langue, c'était compliqué. Mais maintenant qu'on est installé et tout, je regrette rien de ce qu'on a fait, puis je sais que c'était la bonne décision. Non. Mais je sais qu'entre-temps, tu vis ta première expérience avec je vais essayer de bien le prononcer, le CFF Maritime. Ouais. Donc, entre 2021 et 2022, si je me trompe pas. Donc, c'est le premier club professionnel où tu évolues. Mais parle-nous un peu de cette expérience. Est-ce que ça a été une bonne expérience? Est-ce que c'est le contraire? J'ai eu beaucoup d'expérience quand même avec ce club-là parce que, même si j'ai pas passé beaucoup de temps, parce qu'il y avait aussi des transferts de joueurs à faire qui a pris 6 mois, donc j'ai été 6 mois sans pouvoir jouer de match là-bas. C'était mon premier club en Espagne. Donc, c'est là où j'ai vraiment pu apprendre c'est quoi le jeu espagnol. Parce qu'il y a une grosse différence honnêtement entre ici et là-bas. Donc, ça a été beaucoup d'apprentissage en très peu de temps. Avec des coachs qui ont aussi essayé vraiment de m'aider. Tu sais, quand je parlais pas un mot d'espagnol, le coach était là avec son petit tableau, il me faisait des dessins pour l'exercice. Ou exemple, j'étais sur le terrain, puis je savais que le coach était fâché, il me criait dessus, mais je savais pas ce que j'avais fait de mal. Donc, je devais vraiment m'ajuster. Ça a été un gros moment d'ajustement. Mais ça a été vraiment un club qui m'a permis de rebondir, qui m'a donné ma chance, qui m'a permis d'entrer après à Levante. Est-ce qu'on peut dire que, par rapport à cette première expérience que tu as eue, est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment ce qui a été l'élément déclencheur pour la suite? Est-ce qu'on peut dire aussi que c'est là que les vraies choses ont commencé pour toi? Oui, parce que je pense que déjà c'est un déclic dans ma tête que je me suis dit ok, je suis en Espagne, là j'ai pas le choix. On est déménagé la famille au complet, j'ai pas le choix de réussir. Après c'est un club qui m'a beaucoup fait apprendre, mais c'était surtout un déclic mental parce que je pense que j'ai vraiment harcelé là-bas les directeurs pour qu'ils me laissent m'entraîner avec les plus vieilles.
Donc, il y avait des soirées où je faisais 3 entraînements d'affilée avec les filles de mon âge, avec celles d'un an plus vieux. Après, je faisais avec les seniors. Donc, je faisais vraiment beaucoup de travail avec toutes les équipes là-bas. Puis, c'est vraiment ce qui m'a permis de rebondir et d'aller après à l'ENT. Mais aussi un club qui m'a beaucoup, beaucoup fait apprendre et ça m'a permis vraiment d'apprendre. Est-ce que c'est quelque chose qui est venu de toi-même? C'est de vouloir faire des entraînements de plus? Ouais. C'est vraiment quelque chose qui est venu de moi. Puis je pense que j'ai quand même, avec mes parents, pu réaliser depuis jeune que si je voulais me différencier, il fallait que je travaille à côté. Alors, à quel moment as-tu réalisé réellement que tu pouvais devenir une joueuse pro? Parce que c'est une chose, tu vois, d'avoir cette aspiration de devenir joueuse pro. Mais c'est autre chose, on va dire, de se mesurer aux meilleures joueuses de ton âge, du moins de ta catégorie, et de se dire aussi que, voilà, maintenant je sais que ce niveau-là, je peux l'atteindre. Je pense que c'était vraiment quelque chose qui était déclenché dans ma tête depuis jeune. Donc, même si on me dit que c'est impossible, pour moi, c'est impossible que ce soit impossible. Donc, je savais pas comment, je savais pas où, je savais pas avec qui, je savais rien, mais je savais que j'allais réussir, mais je savais rien. Donc, quand on est parti en Espagne, je me suis vraiment dit que c'était ma chance. Puis, j'ai réussi à l'apprendre. Alors, cette année-là, c'est une année particulière aussi. Et félicitations, premièrement. Parce que c'est une année aussi où tu as eu ta première sélection avec l'équipe de France. Alors, c'est vraiment quelque chose de particulier qui t'est arrivé parce que, apparemment, tu as été la joueuse la plus jeune à avoir été convoquée en U17 de l'histoire de l'équipe de France. Ça, c'est quelque chose. Et puis, tu as été la première aussi qui a été convoquée, qui est une joueuse en dehors du territoire français. Voilà. Alors, moi, ce que je voudrais savoir, comment tu as pu apprécier cette expérience et déjà en tant que joueuse, qu'est-ce que ça t'a vraiment apporté? J'y croyais pas, honnêtement. Quand on me l'a dit, d'enfant, j'avais été faire d'enfant, on parlait avec l'équipe de France et j'avais été m'entraîner avec le pôle de Castelmoron en France. Donc, j'avais fait un entraînement, puis après, j'étais revenue à Valence en espérant pouvoir peut-être. Je me suis dit que c'était vraiment quelque chose de gros. Puis, dans le fond, j'étais en tournoi, pour l'anecdote de comment je l'ai appris. J'étais en tournoi, en préparation pour un match contre le FC Barcelone avec Levante. Puis je parle tout le temps à mes parents avant. Donc j'appelle mes parents pour prendre de leurs nouvelles, puis leur dire que je pars au match. Donc je suis dans la chambre, je les appelle. Puis je comprends pas parce que j'appelle mon père, il y a toute la famille. T'as vu, j'étais là. Puis là, ils me regardent tout ça que sourire. J'ai fait, mais il se passe quoi? Puis ils me disent, écoute, on a des nouvelles de l'équipe de France et tout. Il y a une possibilité que tu entres dans la liste qui sort dans une semaine. Donc, je me mets à pleurer au tournoi. Personne de mon équipe comprend pourquoi je suis en pleurs. Donc, c'était vraiment incroyable. Puis après, la journée arrive où la liste sort. C'était un match en Irlande du Nord. Donc, déjà, première convocation, premier match. J'avais même pas le temps de connaître aucune fille de l'équipe, faire aucun entraînement. Donc, ça a été vraiment directement un match et un voyage en Irlande du Nord. Donc, le matin, je me connecte, je pense que je me suis réveillée à 6 h du matin pour regarder la liste. Puis, j'étais tellement fatiguée à regarder mon téléphone pour voir la liste que je pense qu'à 4 h l'après-midi, je m'endors. Puis, je me réveille parce que mon père il crie dans la maison j'ai mon voyage. J'ai fait hein? Puis là, j'ai tout de suite compris. Donc, j'ai couru, je lui ai sauté dans les bras. Puis, j'ai regardé la liste. Puis, je pense que ça m'a pris un bon moment avant de réaliser que c'était l'équipe de France. Donc, pour moi, ça a été vraiment quelque chose qui m'a beaucoup apporté parce que quand t'es en équipe de France, t'as une autre vision. Beaucoup de gens qui te voient. Beaucoup de clubs qui te voient. Donc, quand t'arrives, puis les plus grands clubs de France s'intéressent à toi. Pour moi, ça a été quelque chose d'énorme parce que, honnêtement, ça a toujours été un objectif, mais il y avait quand même une partie de ça qui était un peu un rêve pour moi. Donc, au début, j'y croyais pas, puis je me suis vraiment dit, OK, c'est vraiment possible. Si en si peu de temps, j'ai fait ça, c'est vraiment possible. Encore une fois, bravo. Merci. Et sincèrement, je dois dire, c'est vraiment inspirant. C'est vraiment inspirant. Merci beaucoup. Déjà, le fait de partir du Québec, tout quitter. Non, c'est vraiment, comment expliquer?
je suis vraiment impressionné en fait par ta détermination. Et non, c'est sûr que ton histoire va toucher beaucoup de personnes. Ça, merci. Mais pour toujours rester dans le cadre de ta première convocation en équipe de France, c'est vrai qu'en équipe de France, la concurrence, elle est rude. Alors, pourquoi penses-tu qu'on t'a préféré toi à une autre? Parce que, déjà, premièrement, je me suis battue pour ma place. Je me suis battue pour avoir ma convocation. J'ai montré ce que je savais faire. Souvent, il y a des gens qui disent travaille en silence, puis après, montre. Mais j'ai toujours eu le contraire pour moi. Pour moi, c'est travaille et fais du bruit. Fais du bruit, montre que tu travailles et montre que t'es quelque chose de différent des autres. Donc, pour moi, je pense que j'ai réussi à me battre pour ma place, à travailler fort et à montrer ce que je faisais. Et je pense que c'est vraiment ce qui m'a permis qu'ils disent, OK, cette fille-là travaille, puis elle mérite sa convocation. Donc, c'est vraiment pour moi ce qui m'a permis, je pense, d'être convoquée. Alors, en quoi tout ce que tu as pu vivre en Espagne t'a aidé à être plus performante? Je pense que mentalement, ça a été vraiment quelque chose qui m'a fait prendre la maturité. C'est sûr que quand tu arrives dans un nouveau pays, une nouvelle culture, une nouvelle langue, tout est différent. Donc, tu repars de zéro. Parce qu'il y a personne qui se rappelle de Roxane, la joueuse qui a marqué 20 buts par saison avec Montis. Personne s'en souvient. Personne ne sait c'est qui. Donc, tu arrives comme sur une base neutre où tout le monde, entre parenthèses, s'en fout. C'est super neutre. Puis, entre toi et une fille qui est déjà au club ou une Espagnole, ils vont prendre l'espagnol parce qu'ils la connaissent avant. Puis, toi, t'es la petite nouvelle qui vient d'arriver, qui parle ni la langue, qui parle rien. Donc, je pense que j'ai dû me reconstruire un peu sur tout. Au niveau autant des études où j'ai dû apprendre la langue, j'ai dû apprendre à socialiser avec des gens qui étaient, entre parenthèses, différents. Parce que c'était une autre langue, c'était d'autres blagues, d'autres délires. Donc, ça m'a vraiment fait prendre la maturité. Puis aussi, au niveau du foot, prendre aussi une autre dimension dans ma vie. Alors, comment tu gères les avant-matchs? Les avant-matchs, moi, j'ai toujours ma routine. J'écoute toujours ma musique. Puis, c'est sûr que faut vraiment l'alimentation, le sommeil, il faut les gérer. Je pense qu'à un moment, j'étais trop concentrée. Puis, exemple que il y a un truc que tu manges qui est un peu moins bon ou quelque chose, je pense que j'avais quelque chose dans ma tête qui me disait « OK, t'as fait ça, donc t'auras pas un bon match. » Donc maintenant, j'essaie vraiment d'avoir ma routine, donc de me réveiller autant de temps avant le match, de manger tant de temps avant le match, des choses comme ça qui sont basiques, entre parenthèses, d'avoir ma musique avant le match. Mais j'essaie aussi de rester, entre parenthèses, normal pour garder mon plaisir. Puis, pas me dire que, exemple, si il y a un truc que je fais, par exemple, on était en équipe, puis j'ai dormi à 7 heures à la place de 8 heures, ça veut rien dire pour moi, entre parenthèses. Donc, j'essaie vraiment de rester le plus normal possible pour que ça reste un plaisir d'être sur le jeu sans que ça devienne trop gros, entre parenthèses. Je peux te faire une petite confidence. Moi, comme on en avait parlé, j'ai un petit frère qui est dans le monde pro. Lui aussi est très, très discipliné, très à son affaire, un peu à ton image. Et c'est vrai que lui aussi, moi j'admire ça. Et il peut être discipliné, mais c'est sûr qu'il y a des moments, il va se faire plaisir et tout ça. On va dire que pendant un mois, s'il va 2 fois au McDo, c'est pas trop grave. Mais je pense qu'il faut avoir cette flexibilité-là, parce que sinon, après, ça devient difficile. Si t'es trop, on va dire, t'es comme un cheval qui a ses œillères. Je pense que c'est difficile. Ça devient un peu difficile. Je vois comment dire. Disons que tu deviens trop strict avec toi-même. Et je pense que par après, ça peut même affecter tes performances. Par exemple, quand t'es en tournoi, moi, je peux donner un exemple au niveau alimentaire. Je sais que tout ce qui est gluten, ça me fait pas. Donc, j'essaie d'éviter tout ce qui est pain, pâtes. Mais quand je suis en tournoi, qu'on est à 10 heures de route de la maison avec l'équipe dans un hôtel, ils vont nous servir des pâtes et du pain. Donc, faut que je sois flexible là-dessus. Faut que je m'ajuste. Puis, je sais que si, exemple, on a des problèmes avec l'hôtel, on change d'hôtel, ou tu sais, je pense qu'il faut avoir une routine, mais je pense qu'il faut aussi être flexible, puis pas comment je pourrais expliquer? Pas devenir trop strict avec toi-même.
Parce qu'après, je pense que ça peut plus te nuire qu'autre chose. Exact. Est-ce que tu crois aux entraînements individuels? Totalement. Ouais. Parce que... Oui. Ouais, non, vas-y. Parce que je pense que dans les entraînements de groupe, tu peux apprendre beaucoup de choses, mais chaque joueur, entre parenthèses, un peu plus sa faiblesse, son truc à travailler. Et parfois, dans l'entraînement, tu peux pas nécessairement travailler ça. Donc, avoir un entraînement privé à côté, c'est ce qui peut te permettre de différencier des autres et, par exemple, de t'égaler sur des choses où tu as un peu plus de mal. Donc, ouais, pour moi, c'est quelque chose qui m'a vraiment permis de monter mon niveau. D'accord. Et maintenant, toujours par rapport, on va dire, à ce que tu fais individuellement, mais pas forcément les entraînements, mais on va dire tout ce que tu fais en dehors du terrain pour t'améliorer. Est-ce que c'est quelque chose pour lequel tu as de la considération? Tout ce que je fais à côté du terrain, je fais beaucoup de choses à côté du terrain, je pense. Mais je pense que tout est important. Quand tu arrives à un niveau, c'est vraiment ce qui fait la différence. Donc, je peux expliquer, j'ai un préparateur mental. Parce que, c'est sûr que c'est pas tout le temps facile, c'est pas tout le temps beau. On voit beaucoup de choses beaux. OK, une sélection d'équipe de France. OK, la fille contre pro. OK, super. Mais après, derrière, il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses. Puis parfois, c'est lourd. Donc, préparateur mental, diététicienne. Parfois, on va être rude avec les corps des athlètes. Mais après, je pense qu'il faut quand même que tu gardes une certaine distance. Parce que je pense que si t'es trop dedans, ça peut t'enlever vraiment ton plaisir. Puis ça peut vraiment nuire à des carrières. Mais justement, tu nous as parlé de ta coach mentale. Est-ce que justement, l'aspect mental du foot, est-ce que tu y accordes beaucoup d'importance? Et justement pour toi, par rapport à ton expérience aussi, à quel point c'est important justement? Pour moi, c'est le plus important. Pour moi, un joueur peut avoir beaucoup de talent, mais si le joueur peut te faire des erreurs, par exemple, ou se prépare mal pour des matchs, ou peu importe, il pourra jamais avancer. Parce que sur le terrain, il pourra jamais montrer ce qu'il sait faire. Donc pour moi, c'est vraiment la base de tout. Si t'as pas confiance, si t'es pas préparé pour tes matchs, si t'es trop nerveux, si peu importe, tu pourras pas avancer. Donc pour moi, c'est vraiment ce qui est avant même le talent, avant même sur le terrain ce que tu fais, c'est mentalement comment t'es, puis comment t'arrives à être après quand t'es sur le terrain au niveau mental. Et même à côté, il y a beaucoup de joueurs qui... Ça monte encore plus tout ce qui est des problèmes mentaux, entre parenthèses, la dépression, choses comme ça, parce que forcément, c'est difficile. T'as pas tout le temps des beaux moments. Donc ouais, je pense que c'est vraiment important. Maintenant, toujours pour parler de cet aspect-là, j'imagine que, comme tout le monde, ça t'est arrivé quelquefois d'avoir des contre-performances. Justement, comment tu fais pour sortir de ces circonstances? Ça peut être des contre-performances, ça peut aussi peut être dans une liste où tu t'attendais à être, des blessures qui t'arrivent. Ça peut être plein de choses. Quand tu montes de niveau, plus tu montes, plus c'est, entre parenthèses, politique. Donc, c'est beaucoup de choses comme ça qui font en sorte que parfois tu te prends des coups durs. Tu te prends vraiment des vrais coups durs. Donc, je pense qu'il faut que tu prennes du recul, que tu te reconcentres sur toi-même, puis que tu restes humble, parce que parfois ça te fait redescendre. T'es sur ton petit nuage, puis ça te fait vraiment redescendre. Donc ouais, parfois c'est vraiment des coups durs, mais je pense qu'il faut que tu prennes la distance, que tu te remettes, entre parenthèses, les pieds sur terre, puis que tu regardes déjà ce que tu as fait, le parcours que tu as fait avant. Donc c'est difficile, c'est jamais facile, mais c'est difficile pour tout le monde, de toute façon, contre-performance, mais c'est quelque chose qu'il faut que tu passes, ça te fait apprendre, puis tu peux pas passer à côté. T'as parlé aussi de l'aspect politique qui intervient dans le soccer. Est-ce que tu peux développer un peu ce que tu entends par là? Je pense que quand tu montes de niveau, il n'y a pas que ton talent qui compte. C'est triste, mais c'est une réalité d'aujourd'hui. Puis je pense que ces deux dernières années m'ont vraiment fait prendre conscience. Après, c'est des trucs que tu contrôles pas. Donc, tu peux pas faire grand-chose. Je pense qu'il faut vraiment qu'on se concentre, les joueurs entre parenthèses, sur le terrain. Puis, si ça doit arriver, ça arrivera. Puis après, si ça doit pas arriver, des sélections ou peu importe, je pense qu'il faut juste oublier, passer à autre chose, puis pas rester dans le passé. Mais est-ce que le talent ne surpasse pas justement ce côté politique? Je pense que ça dépend des fois. Je pense que
Si tu veux surpasser ce côté, il faut vraiment que tu sois indispensable. Et même encore. Mais je pense que c'est simplement une réalité d'aujourd'hui du football, même si pour moi, ça a été un coup dur de le voir de mes yeux. Alors, c'est qu'il y a une phrase qui dit « Dis-moi qui sont tes amis et je te dirai qui tu es ». Moi, je voudrais savoir pour toi, est-ce que l'entourage, c'est quelque chose d'important? Est-ce que tu penses que ça fait une différence, surtout quand tu veux devenir une joueuse de foot de haut niveau? Mais premièrement, pour moi, l'entourage, c'est les parents. C'est est-ce que les parents sont impliqués ou pas. Pour moi, c'est la première base de tout. Je pense que sans mes parents, j'aurais jamais pu être où je suis en ce moment. Donc, après, les amis, c'est les fréquentations. Faut que tu sois avec des gens qui te poussent vers le haut, mais qui vont se dire la vérité en face de tes performances. Mon père, par exemple, je peux marquer 8 buts. Il va quand même me sortir ce que j'ai fait de mal. Il va filmer, puis je vais m'asseoir avec lui après chaque match pour qu'il me montre ce que j'ai fait de mal, ce que je peux améliorer. Donc, les fréquentations, c'est quelque chose qu'il faut faire attention. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent ton bien, mais il y en a aussi beaucoup qui veulent te rabaisser et que s'ils ont l'occasion de prendre ta place, les gens veulent souvent que tu réussisses, mais jamais autant qu'eux. Donc, faut être avec des gens qui te poussent vers le haut et qui disent la vérité. Maintenant, moi je veux qu'on reste un peu dans ce registre, pardon. Qu'est-ce que tu penses qui fait que toi, tu es différente des autres joueuses? Je pense que mon travail, ma détermination, puis que même si j'ai peur, je vais quand même le faire. Donc, exemple, le déménagement. J'avais peur. J'avais peur de déménager, forcément. Mais je pense que ça me fait plus. Je pense que, honnêtement, si je devais déménager dans un autre pays, même seul, je le ferais parce que c'est ce que je veux faire. Donc, de toujours avoir mon objectif placé. D'accord. Alors, parler un peu de tes parents tout à l'heure. À quel point tes parents ont été déterminants dans ta réussite et dans tout ce que tu as pu accomplir déjà dernièrement? C'est toujours eux qui ont été là, dans les bons, dans les mauvais moments. Puis, le déménagement, ça a été beaucoup de sacrifices aussi pour eux. Donc, pour eux, c'était en gros la base de tout ce que j'ai fait. Est-ce que tu peux nous dire à quel point tu es reconnaissante? À quel point? Je pense que je pourrais pas dire à quel point. C'est grâce à eux tout ce que j'ai fait de A à Z, c'est eux qu'on le mérite. D'accord. Maintenant, une dernière question par rapport à eux toujours. Est-ce que tu penses que c'est important par rapport à ton expérience que tu as vécue? Parce que, comme tu l'as dit, ils ont fait le sacrifice de laisser le Québec pour vivre en Espagne. Est-ce que tu penses que ça fait une différence quand tes parents sont vraiment derrière toi? Clairement. Ça fait toute la différence. Quand t'as des parents qui sont derrière, qui vont pousser, parce que forcément, t'as des moments qui sont vraiment mauvais. T'as des moments où vraiment tu vas pas te sentir bien, puis c'est toujours eux qui vont être là parce que c'est les personnes qui te connaissent depuis toujours. Donc, honnêtement, le seul truc que je pourrais dire, c'est que c'est vraiment de A à Z grâce à eux, puis que si t'as des parents qui sont moins impliqués, c'est pas impossible, mais c'est beaucoup plus compliqué. Parce que je pense que mon père travaille à TVA, travaille à RDS, c'est toujours été dans le monde du sport. Donc, je pense qu'il y a aussi une connaissance qu'il peut me donner par rapport à tout ça qui me permet vraiment d'avancer. Alors, on parle souvent du Big Why, c'est le pourquoi. Moi, c'est quelque chose que j'ai pris du temps à chercher, mais que j'ai trouvé. J'ai mon père qui a toujours fait beaucoup de sacrifices pour moi, et moi, quand je me réveille le matin, c'est la première personne à laquelle je pense, et c'est lui qui me donne vraiment la force de me battre pour pour tous les objectifs que je veux réaliser. Toi, c'est quoi ton pourquoi? C'est quoi, tu sais, quand tu te réveilles le matin et que tu vas à l'entraînement, c'est quoi qui te pousse à, à te surpasser? Ma famille et mon objectif. Parce que pour moi, ça a toujours été clair dans ma tête que c'est ce que je voulais faire. Je sais que plus tard, je me vois pas faire quelque chose d'autre. Honnêtement, pour moi, si je fais quelque chose d'autre, je pourrais limite dire que ça pourrait être un échec. Donc, toujours mon objectif, puis mes parents. Mes parents, ma famille, mon frère, tout le monde. Alors, qu'est-ce que l'expérience espagnole t'a apporté par rapport à l'expérience québécoise? Bien que tu avais déjà expliqué
nous avais déjà donné quelques exemples, mais à l'heure d'aujourd'hui, on va dire si tu compares par exemple ton expérience à Levante et ton expérience à Montis, quelle a été la différence par exemple entre ces deux clubs? Premièrement, la différence, c'est que en Espagne, c'est une manière de vivre. T'es de A à Z, dès que tu te réveilles le matin jusqu'à ce que tu te couches le soir, t'es concentré sur ton club, t'as jamais de repos. Puis les repos que t'as, c'est exemple à Noël, non, t'as quand même des sessions à faire, qu'il faut que t'envoies des vidéos au coach, faut que t'envoies, exemple, si c'est des temps de course, faut que t'envoies tes temps de course au coach, puis il faut que tu sois concentré là-dessus parce que tu peux pas faire de décor à côté. Tu peux pas te permettre de sortir manger avec tes amis le soir si t'as un match le lendemain. Tu peux jamais te permettre de faire ça. Donc l'Espagne, déjà, je pense que j'étais quand même bien là-dessus quand je suis partie. Parce que j'avais quand même une conscience assez jeune de l'importance que ça avait. Mais l'Espagne, ça m'a apporté beaucoup. Autant footballistiquement, que humainement, que à tout point. Parce que maturité, mentale, tout. Et sur le jeu, changer mon style de jeu parce que d'ici à l'Espagne, il y a beaucoup de différences. Alors, c'est sûr que tu m'as expliqué que quand tu étais plus jeune, tu faisais des dessins et tout ça. Donc, quelque part, c'est déjà un élément de réponse que tu m'as donné. Mais est-ce que tu penses que c'est important d'avoir un plan de carrière? Oui, très important. Pourquoi? J'ai toujours été avec la bosse que si tu veux atteindre des grandes choses, il faut vraiment que tu aies des objectifs élevés. Après, dans ton objectif, il faut forcément que tu t'en mettes des plus petits pour monter, que ce soit réaliste. Mais faut que tu aies un plan. Faut que tu aies un plan parce que si tu n'as pas de plan, comment tu te diriges? Qu'est-ce que tu veux faire après? Donc, j'ai toujours été depuis jeune avec un plan, avec les équipes où je voulais aller, avec les sélections que je voulais faire, avec les pays que je voulais représenter. Donc, je pense que c'est clair. Puis, pour moi, c'est vraiment quelque chose d'important. Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans ton éducation, justement, t'a aidé à voir les choses comme ça? Mes parents m'ont toujours éduqué avec cette vision de pas avoir de plan B. Donc, après, pour moi, je me voyais pas faire quelque chose d'autre. Donc, pour moi, c'était le plan A ou rien. Je pense que si t'as un plan B, c'est que t'es pas assez focus sur ton plan A. Peut-être une vision un peu dangereuse, si je peux dire. Je pense que ça fait peur à beaucoup de gens. Parce que, en cas d'échec, entre parenthèses. Mais je pense que pour moi, l'échec, si je me focus vraiment sur mon plan A, peut pas exister. Et ouais, pour moi, c'est important de pas avoir de plan B. D'accord. Alors, on a parlé, tu m'as dit que c'était important d'avoir un plan de carrière. Après, c'est sûr que tu es encore très jeune, mais est-ce que c'est important pour toi aussi d'avoir un plan d'après-carrière? Je pense que c'est important d'y penser, de commencer vraiment à avoir un plan d'après-carrière. Après, c'est sûr que, premièrement, je vais me focus sur ma carrière qui est très jeune encore, que j'ai beaucoup de choses à apprendre. Et je fais que commencer. J'ai vraiment rien fait encore, rien prouvé. Mais je pense que oui, il faut quand même penser à son après-carrière. Après, pour moi, c'est assez clair que je vais faire quelque chose qui va être dans le foot. Parce que ça a toujours été quelque chose qui a dirigé ma vie. Et je me vois pas faire d'autres choses. Je me vois rien changer. Donc, ouais, l'après-carrière, moi, je vais faire quelque chose forcément. Je veux, entre parenthèses, redonner ce qu'on m'a appris. Donc, autant avec les plus jeunes que coach, que peu importe quelque chose, assistant coach. De toute façon, tous les postes sont importants. Donc, ouais, vraiment redonner ce qu'on m'a appris et pouvoir transmettre ce que je sais. Alors, c'est sûr qu'il y a beaucoup de jeunes filles qui vont nous regarder. Ça, j'en suis sûr et certain. Mais maintenant, c'est quoi les 3 conseils que tu pourrais donner à des filles, justement, qui aspirent on va dire, à prendre le même chemin que tu as décidé de prendre à un moment donné de ta vie? Je dirais de déterminer, de pas écouter ce que les gens disent. Parce que parfois, les gens vont dire que c'est irréaliste parce que tu vis je sais pas où, puis t'as pas beaucoup de sélection. Mais je pense que travailler, rester focus, avoir une discipline et être dans sa bulle, entre parenthèses, de protection pour vraiment... si tu sais ce que tu veux faire, que tu laisses personne se mettre entre ce que tu veux faire et toi. D'accord. Alors, que peut-on souhaiter à Roxane? De continuer dans la progression où
où je suis en Espagne. Et donc de pouvoir réussir à avoir mes premières minutes en professionnel. Eh ben, c'est tout ce que je te souhaite. Merci. Eh ben, franchement, merci de nous avoir donné ce privilège en fait de t'interviewer. Et ce que je voulais te dire, même si bon, c'est sûr qu'on en avait déjà parlé, mais je pense que la jeunesse québécoise a besoin de témoignages comme le tien, parce que moi qui suis un peu dans le monde du soccer depuis pas mal de temps, ce que je réalise en fait, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes en fait qui aspirent à devenir des joueurs ou du moins des joueuses de haut niveau, mais qui parfois ne savent pas comment y arriver. Donc c'est sûr que avoir des témoignages comme le tien et tout ça fait vraiment une différence. Merci beaucoup. Et merci beaucoup de me donner aussi l'opportunité de faire l'interview aujourd'hui. C'est sûr que le plus possible que je peux transmettre, je vais le faire. Donc je suis vraiment disponible le plus possible pour les gens qui veulent me parler, autant les jeunes joueuses qui veulent m'écrire. J'essaie vraiment de répondre à tout. Les interviews, j'essaie vraiment de partager le plus possible mon histoire, parce que je pense que c'est important aussi de montrer que c'est possible, que c'est pas tout beau non plus. J'essaie d'être le plus transparente possible, parce que souvent les gens ils vont voir une sélection d'équipe de France, ils vont voir que je vais pour Levante, mais ils vont pas vraiment regarder ce qu'il y a en arrière. Ils vont pas chercher à voir les difficultés que j'ai eues. Donc être le plus réaliste, montrer ce qui est beau, ce qui est moins beau. Puis, forcément, les pousser à aller, elles aussi, décrocher leurs rêves. Encore une fois, merci. Avec plaisir. Alors, chers abonnés, merci encore. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire? C'est que, de toute façon, on va continuer à travailler et faire en sorte que vous puissiez avoir les meilleurs témoignages possibles, vous puissiez avoir des interviews intéressantes, et merci pour votre soutien, et à très très bientôt. Restez connectés.